Le schéma tactique est en place, la stratégie a été analysée et est prête à se déployer. Jeff est sur le terrain comme titulaire, nous sommes prêts. Bienvenue dans le podcast Bleu, Blanc, Noir. Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast Soccer Bleu, Blanc, Noir, propulsé par BBN Média. Mon nom est Jeff Morancy. Je vous remercie d'être là avec nous autres et de faire vivre donc ce podcast-là qui va vraiment super bien. Donc, c'est le fun. Et c'est grâce à vous qui êtes aussi fidèles et aussi bien branchés avec nous. Ça fait deux jours consécutifs qu'on réussit à se hisser dans ce grand palmarès. Donc, le top 10 des podcasts soccer les plus écoutés coast to coast à travers tout le Canada, que ce soit francophone ou anglophone. Vous m'avez permis de me propulser donc dans le top 10 de ces grands joueurs-là à travers tout le Canada au complet. Je tiens à vous en remercier et je remercie par le fait même, bien sûr, tous nos membres premium sans qui tout ça ne serait pas possible. Donc, je vous invite à devenir membre premium pour ne rien manquer de notre contenu. bbnmedia.com, vous allez trouver tous les détails, seulement 4$ par mois. Et ce soir, vous allez voir, de toute façon, c'est un podcast pour nos abonnés premium. Donc, on va se parler de 3 sujets. On va ouvrir dans quelques instants avec la Coupe du Monde 2026, Montréal qui pourrait être absente de cet événement majeur, cet événement d'envergure. On se parle de CPL. Et c'est là qu'on va faire une coupure, donc ça sera pour les membres exclusifs. Le pétard mouillé du Manic annoncé cette semaine et MLSPA. Est-ce qu'on s'en va vers une saison de la MLS? On va regarder tout ça ensemble, mais on ouvre ce show-là en se parlant de la Coupe du Monde 2026. Je vais vous inviter à vous joindre à moi via les différentes plateformes de diffusion, que ce soit via Facebook, que ce soit via le compte Twitter ou encore via notre plateforme, bien sûr, YouTube. Et je vais prendre donc tout au long du podcast, je vais prendre vos commentaires et regarder donc avec vous comment tout ça se porte. Donc, la Coupe du Monde 2026, Montréal qui pourrait être absente, de cette grande compétition. On sait que le gouvernement du Québec, donc par François Legault, a confirmé aujourd'hui qu'elle n'octroierait pas d'aide financière en vertu de cet événement-là. Les réactions sont mitigées, sont comprenables, sont pas comprenables. Va falloir voir. Rémi qui nous dit « Je suis pas surpris, mais je comprends la logique de la décision. » Faut comprendre une chose, il y a comme cinq grandes lignes, si je peux le dire ainsi, sur lesquelles on doit arrimer tout ça et évaluer les enjeux pour se faire vraiment une tête si Montréal doit, oui ou non, être de cette course finalement à l'obtention des matchs de la Coupe du Monde 2026. Il y a bien sûr le dossier des infrastructures, il y a le timing de l'événement, il y a la vision de Montréal, il y a son positionnement et il y a bien sûr l'événement en tant que tel. Si on regarde au niveau des infrastructures, et là, vous allez voir, moi je suis un peu comme Rémi, je suis pas surpris de la décision qui a été annoncée aujourd'hui par le gouvernement. Je comprends un peu la logique de cette décision, mais si on approfondit, je pense que cette logique-là ne suit pas une autre certaine logique qui devrait s'installer dans dans le post-pandémie qu'on vit actuellement. Et on va le voir tantôt, mais que je parle de timing, mais on va commencer par les infrastructures. Ce n'est pas normal en 2021 qu'on se ramasse avec une ville métropolitaine comme Montréal qui n'a pas présentement d'infrastructures assez solides pour
accueillir une compétition internationale majeure, un amphithéâtre capable de contenir 40 000 personnes. Je pense qu'en 2021, Montréal ne peut pas passer à côté de tout ça. Pour les critères donc de la Coupe du Monde, bien sûr, il faudra un terrain de soccer naturel. On comprend qu'on n'ira pas jouer une Coupe du Monde sur le synthétique. Et c'est compliqué. Compliqué de mettre aux normes le Bigot. Donc, le stade olympique et sa désuétude fait en sorte que les coûts reliés à la mise aux normes de cette infrastructure-là sont énormes. Donc, ça devient difficile de justifier pour un événement comme la Coupe du Monde, de justifier un investissement de rénovation d'infrastructures comme le Big O. Et là, je le prends et je vous parle simplement. Rémi qui dit « J'aimerais ça voir du vrai gazon dans le Big O. » Tu sais, ça serait tellement impressionnant. Ça serait beau. Le Big O, là, il a la capacité d'être beau. Bon, il y a un investissement à faire. On parle de 250 millions juste pour rénover la toiture du stade. Et là, il n'est pas aux normes. Hein. Si vous avez été voir les matchs de la Ligue des champions de la CONCACAF dernièrement, les bancs, c'est pas le summum et visiblement, ça aurait besoin d'un peu d'amour à l'intérieur de l'établissement. Puis il y a plein de choses aussi qu'on ne pense pas nécessairement, mais qu'il faudrait ajuster pour réussir à mettre cette infrastructure-là à niveau. Donc, une dépense qui est assez importante pour Montréal. Et si je regarde seulement pour la Coupe du Monde, ben de mettre aux normes et de partager donc des dépenses à cette hauteur-là pour le soccer. Je pense que la ville de Montréal, en effet, n'est pas rendue là. On va être on va sortir d'une pandémie où les gens vont vouloir qu'on mette de l'argent dans l'économie et essayer de rescaper les petites PME qui vont avoir survécu de peine et de misère et qui vont avoir transgressé cette pandémie-là. Donc, il faudra voir. Mais si on sort de tout ça, ce n'est pas normal qu'en 2021, on n'ait pas à Montréal une infrastructure de 40 000 places capable de partager le football, par exemple, des Alouettes et le soccer de la MLS, du Club de foot Montréal. C'est pas normal qu'on arrive à se demander est-ce qu'on est en mesure d'accueillir un match de la Coupe du Monde en 2026? Il faudrait déjà que Montréal possède cette infrastructure-là. Donc, tout de suite en partant, il y a un déficit qui existe au niveau des infrastructures à Montréal. Et il faudra y remédier. Parce que c'est pas normal pour une grosse ville comme Montréal d'avoir un Centre Bell qui est correct, sans plus, pas de flafla, mais il est correct pour accueillir le Canadien. Une belle infrastructure quand même. Mais si on sort de ça, on parle d'un retour d'un club de baseball de la MLB à Montréal. Visiblement, on n'a pas les installations pour le faire. Le Club de foot Montréal évolue dans un amphithéâtre qui peut se battre avec certains stades de la USL. Les Alouettes évoluent dans un stade qui peuvent se battre avec certains stades de la NCAA. C'est pas normal non plus. Donc, il faut mettre up-to-date, mettre à niveau nos infrastructures sportives, mais je pense pas qu'à Montréal présentement, ni Mme Plante, ni le Conseil général attitré à la ville, ni les acteurs, il n'y a pas de volonté politique, il n'y a peut-être pas de volonté non plus de contribuables d'investir à ce moment-ci dans des infrastructures, mais à un moment donné, et c'est là que je mets un bémol sur est-ce qu'il faut le faire ou non. À un moment donné, il faudra en prendre soin du Big O. Le Big O, on ne pourra pas juste pelleter en avant et dire, bon, on fait juste patcher des trous. À un moment donné,
va falloir investir des sommes considérables pour mettre à niveau cette infrastructure-là parce que elle va devenir dans un état de désuétude assez importante. Et là, on n'aura pas le choix. Et plus qu'on attend, plus ça va coûter cher. Ça, c'est certain, c'est définitif, c'est écrit dans le ciel. Plus qu'on attend, plus que ça coûte cher. Mais à partir du moment où on dit, bon, on va abandonner dans le stade, pas grave, mais il faut que Montréal se tourne vers une infrastructure capable de contenir 40 000 personnes. Pour que ce soit, peu importe, pour des spectacles, pour n'importe quoi, avec l'envergure qu'a Montréal, il doit avoir à Montréal une infrastructure capable de contenir 40 000 personnes en 2021. Je pense qu'il faut aller dans ce sens-là. Je vais prendre des commentaires comme ça. Personne ne parle de l'égoïsme du soccer US qui a pris 60 des 80 parties plus les playoffs. Une facture aussi salée pour 3-4 rencontres, ça fait pas de match. Ça fait pas de sens, pardon. C'est un excellent commentaire de Hamskirt. Et je vais y aller avec ça, justement. On va sauter tout de suite au point de l'événementiel et l'événement proprement dit. Donc, je me contente de parler de la Coupe du Monde pour l'instant. On va revenir sur le timing, sur la vision et sur le positionnement de Montréal dans quelques instants. Mais sur l'événement en tant que tel, on s'entend, la Coupe du Monde 2026 est une coupe Canada, États-Unis, Mexique. Et effectivement, Ansem Kurt a drôlement raison. Les États-Unis prennent 60 des 80 parties plus les playoffs. Il n'y a pas un match passé les quarts de finale qui vont se jouer à l'extérieur des États-Unis. Donc ça, il faut comprendre une chose également. D'avoir la Coupe du Monde, c'est le fun. D'avoir la Coupe du Monde, ça a certaines retombées économiques. D'avoir la Coupe du Monde, ça amène des journalistes internationaux, ça amène des touristes étrangers. Et si je regarde les statistiques à gauche et à droite et je fais l'évaluation de tout ça, on parle de énormément de visiteurs qui passent en moyenne 7 jours ici et qui dépensent plus ou moins 5 à 6 000 $ par personne pour leur séjour. Donc ça, c'est une belle injection de fonds dans l'économie proprement dite et réelle. Maintenant, si on en revient à ça, l'engouement, il est où? Il est à partir des quarts de finale. De voir un match, soit de qualification ou un match de moindre envergure, je suis pas certain que la ville de Montréal, présentement, est rendue à ce niveau adepte du soccer. Mais à un moment donné, tu rentres dans le cycle de l'œuf ou la poule. Donc, est-ce qu'on va attendre que les gens soient adeptes de soccer pour leur vendre du soccer ou on va leur vendre du soccer pour qu'ils deviennent adeptes du soccer? Donc, il faudra donner un premier coup de roue à un moment donné. Et c'est sûr que d'aller voir un match Paraguay-Uruguay, c'est pas tout le monde qui vont se bousculer au stade olympique pour cet intérêt-là. Aller voir France-Brésil, c'est une autre affaire. Mais comprenez-vous que ces matchs-là principaux vont être présentés strictement aux États-Unis. Et si je le prends comme une carte de boxe, c'est comme si Montréal, dans un combat de boxe de premier niveau, présentait les trois les trois premiers duels de la carte de boxe, comprenez-vous, et que les États-Unis présentaient le reste. L'intérêt, elle est là, on est dans l'événement, mais ça fait juste pas de sens pour l'investissement versus la retombée. Par contre, il y a des retombées, il y a un coût également relié à tout ça, mais il ne faut pas non plus amputer l'ensemble des dépenses sur
strictement l'événement en question et je me positionne dans ce sens-là, c'est que si ça coûte 576 millions pour mettre aux normes les installations du Big O, on peut pas faire le calcul direct et dire c'est 576 millions qui sont investis directement à accueillir 3 matchs de la Coupe du Monde, 3 matchs, comment je pourrais dire, de deuxième plan de la Coupe du Monde, alors ça fait pas de sens. Mais faut comprendre une chose, c'est que le Big O va être là, va être debout, va être en santé, passer les 3 matchs qui seront présentés à Montréal. L'infrastructure sera disponible pour d'autres événements d'envergure. Mais si on compare les événements, et là, je veux pas défendre la classe politique avec ça, mais si je veux défendre un peu la position de la classe politique, je pense qu'à un moment donné, on fait un certain calcul puis on se dit, ouais, la Coupe du monde de ski, c'est beaucoup moins d'investissement pour quand même une bonne retombée. Donc, si on cumule, par exemple, une Coupe du monde de ski, Coupe du monde de hockey, on va chercher des jeux Red Bull, on va chercher tout ça mis ensemble. Il y a peut-être un calcul comptable qui fait que ça change. Rémi nous dit, selon Soccernomics, les retombées n'en valent pas la peine. Ils ont analysé l'euro en Angleterre et le bilan est négatif. Je pense qu'un peu partout, c'est comme ça. C'est sûr que je fais attention à certaines de ces données-là, Rémi, parce que quand on analyse tout ça, il faut comprendre que nous, on devient comme une sous-carte de la Coupe du monde. Donc, on peut pas dire que le calcul va être pareil, parce que c'est sûr que si faut construire 6 stades ici, si la Coupe du monde, elle est qu'au Québec et qu'on construit 6 stades, mais là, je vais te dire, OK, le calcul en vaut pas la peine, mais par contre, si on upgrade notre infrastructure, qu'on est capable, après ça, de rentrer un club de la MLB là-dedans, qu'on est capable de joindre ça peut-être avec les Alouettes ou avec le club de foot de Montréal après, puis qu'il y a une entente entre les deux formations, puis qu'on est capable de faire vivre les deux calendriers, et que le Big O, qui est un symbole, on va se le dire, pour Montréal, ben revient non pas une risée, mais un élément d'appel de Montréal, parce que présentement, on rit tous de notre stade olympique, là. Nous autres, là, pas les gens de l'extérieur, mais pour nous, le stade olympique, c'est un gros éléphant blanc dans le milieu de la place. Mais si on transforme cet élément, cette infrastructure-là, et qu'elle devient quelque chose de bien post-événementiel, mais je pense que c'est un calcul qu'il faut prendre. Remarque que les stades étaient déjà en place à l'Euro en Angleterre. C'est complexe et j'ai pas un doctorat comme les gars pour tout analyser clairement comme eux. Effectivement, il y a des places que tu sais, tout est en place, tout est là. Donc, je pense que ce genre d'événement-là, Rémi, on peut pas... Je pense qu'il faut que ça soit analysé cas par cas parce que les réalités sont tellement différentes. Je regarde, avant 92, est-ce qu'il y a beaucoup de gens, puis là, je vais faire une allusion aux Jeux olympiques, est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui connaissaient Barcelone, alors que maintenant, c'est une des 4 destinations européennes de prédilection? Je pense que ça les a aidés grandement à se mettre sur la map à l'international. Donc, ça a encore des retombées aujourd'hui. Par contre, bon, au Brésil, ça a été différent et à plein d'endroits, il y a des places ça a marché, il y a des places ça a pas marché. Je regarde comment ça se passe du côté de la Russie. Puis c'est pas clair non plus. Fait que faut regarder tout ça avec un certain arrêt. Et je pense que si on prend l'événement pour l'événement et qu'on se dit, bon, le coût de rénovation de l'infrastructure
est un montant X, l'événement va ramener ça. On est en dessous. On peut pas freiner le calcul-là parce que les retombées vont être post-événementielles. On va se servir du bégo. Le bégo va être en santé. Et après ça, on va pouvoir modifier tout ça. Cédric nous dit, reste que la Coupe du Monde est l'un des événements les plus importants au monde qui amène la notoriété à travers le monde au complet. Et c'est là qu'on va amener le sujet de se positionner. Comment que Montréal veut se positionner à travers la planète pour les prochaines années? Parce que là, Montréal, souvent, puis là, on est dedans, on rit bien de Montréal, puis les nids de poules, puis les cônes oranges, puis ça finit plus. Mais à un moment donné, jamais je créerai qu'on n'aura pas updaté le réseau routier au grand complet. On va avoir fait le tour à un certain moment donné. Donc, suite à ça, il faudra que Montréal se positionne. Rémi qui dit ce que Cédric mentionne était le seul point positif dans Soccernomics. Et effectivement, ça, c'est clairement un des avantages. Mais si Montréal veut devenir un pôle d'attraction majeur pour certains événements, que ce soit sportif, que ce soit culturel, que ce soit artistique, que ce soit dans le monde du cinéma, il faut des plateformes qui vont te donner une certaine visibilité, qui vont te donner également une certaine notoriété. Donc, tout ça ensemble va aider Montréal à se positionner. Il n'y a pas longtemps, une semaine ou deux, BBN Media, qui lead le podcast BBN, qui vous le pousse, on s'est positionné. On s'est donné une mission, on s'est donné une vision, on a établi des valeurs. Et depuis ce temps-là, on travaille à vous offrir et à vous bâtir du contenu directement relié avec ces trois enjeux-là que sont notre vision, que sont nos valeurs et mission, vision, valeur. Donc, on veut soutenir, en termes de mission, soutenir et propager la culture du soccer à l'ensemble des Québécois par la production de contenu médiatique de qualité. Ici, c'est ce qu'on veut faire. Comprenez-vous qu'on va se positionner comme ça? C'est pas pour rien qu'on a fait entrer dans l'émission un gars qui connaît le soccer, une tête de soccer comme Arius, qui hier nous a livré tout un échange, tout un podcast hier sur le développement des jeunes, sur comment est-ce que on peut acheminer un jeune vers le sommet. Est-ce qu'il y a un problème dans notre structure québécoise de développement du soccer pour nos jeunes athlètes? On a eu des interactions avec le public incroyables dans le podcast d'hier, mais comprenez-vous, on s'en va par là parce qu'on a une mission, parce qu'on a une vision, parce qu'on a une valeur et parce qu'on croit à ces trois éléments-là. Donc, Montréal doit avoir sa mission, sa vision, sa valeur et dire, OK, c'est par là qu'on se dirige. Et ça, c'est pas à moi, ici, derrière mon micro, de vous dire c'est quoi la mission, la vision puis la valeur de Montréal. C'est à Montréal, avec tous ses acteurs, avec son gouvernement, avec ses citoyens, de trouver c'est quoi la place de Montréal sur l'ensemble de la planète et d'aller dans ce sens-là. Mais visiblement, présentement, dans sa mission, dans sa vision et dans ses valeurs, Montréal n'est pas une ville de sport. Montréal est une ville qui vibre à l'international avec le Canadien, je vous l'accorde. Par contre, Montréal est une ville d'événements sportifs et non pas de passionnés de sport, internationalement parlant. Ansem Kurt qui nous dit, mais il y a les dépenses supplémentaires strictement pour la Coupe du Monde. C'est sûr qu'il y a des dépenses qui sont strictement pour la Coupe du Monde, mais comment qu'on fait pour les amoindrir? Comment qu'on fait pour rivaliser, pas rivaliser, mais composer
avec ces éléments-là et s'assurer qu'on aille en chercher un certain bénéfice. La Coupe du monde, gazon et toit rétractable, on va s'entendre, le toit rétractable pourrait très certainement être spectaculaire et utile dans certaines conditions. Le gazon, là, il n'y a rien là. On pète la dalle de béton à l'intérieur du bégot, on met de la terre, on remet du gazon. C'est même pas un problème de mettre du gazon à l'intérieur du bégot si on a cette volonté-là. Et on peut le gérer là, temporairement, comprenez-vous? Il n'y a rien qui nous dit, regarde, on pète la dalle de béton, on laisse ça sur la terre battue, on met du gazon là-dessus, coupe de pouces de terre noire, on fait pousser du gazon et après ça, là, on peut le remodifier. Là. Il n'y a rien qui nous dit que c'est pris puis c'est gazonné puis on va être obligé de faire des jardins là-dedans. Là. C'est pas ça. Donc, oui, c'est des dépenses supplémentaires strictement reliées à la Coupe du monde, je suis d'accord. Mais par contre, si on est capable de dire on s'en va par là avec notre vision, notre mission, nos valeurs, je pense qu'il faut prendre le temps d'évaluer tout ça. Et bien sûr, d'investir là-dessus. Donc ça, c'est la vision. Comment Montréal veut se positionner en tant que ville effervescente à travers le globe pour faire vivre son monde, pour rayonner, pour aller chercher de la notoriété. Ça, c'est important. Donc, on a vu les infrastructures, on a vu la vision, on a vu le positionnement, l'événementiel. Reste le timing. Présentement, tout le monde, moi inclus, on est tous à fleur de peau un peu. On est tous tannés, les masques, la COVID, le couvre-feu, c'est ouvert, c'est fermé. On peut aller au restaurant, on peut pas aller au restaurant. Sors de chez nous, sors pas de chez nous. Sors de la zone, sors pas de la zone. On est tous à bout. On est tous tannés, toute la gang, de ce qui se passe présentement, mais il faut vivre avec cette réalité-là et malheureusement l'accepter présentement au moment où on se parle. Par contre, il y aura un timing qui va arriver post-pandémique. À un moment donné, on va sortir de cette crise-là. Là. Les vaccins, ça en viennent tranquillement, pas vite. Et je veux pas de débat, là. Venez même pas me mettre de commentaires parce que vous les verrez même pas défiler. Je veux pas de débat à savoir si la COVID existe pas, si le vaccin c'est bon, c'est pas bon, on est-tu pour, on est-tu contre, c'est-tu un complot, c'est-tu pas un complot. Je veux même pas en entendre parler, on est dans un show de sport. Et non de politique. Donc, ce que je veux dire, c'est que la réalité aujourd'hui, là, on est dans une crise pandémique internationale, mais à un moment donné, on va s'en sortir et tranquillement, pas vite, là, on commence à voir le bout du tunnel. Donc, il faudra se placer et se positionner également pour une sortie de cette crise-là. Quand tu es en sortie de crise comme ça, où toutes les sphères d'activité ont été éprouvées, tu veux générer de l'argent. Tu veux augmenter l'activité économique pour une relance de cette économie-là. La meilleure façon de le faire pour un gouvernement est d'investir massivement dans ses infrastructures. Parce qu'il va en découler une valeur immobilière, parce qu'il va rester cet amortissement-là, parce que les gens qui vont travailler dans ces infrastructures-là vont faire qu'à l'autre bout, la pyramide va faire en sorte que l'économie va se remettre à rouler. Et je vous donne un exemple. Si demain matin, on sort de la crise et François Legault dit on installe, peu importe, là, je vais donner un exemple de soccer parce que c'est un show de soccer. On installe un stade de soccer synthétique dans toutes les villes qui ont un programme sport-études et qui n'ont pas de stade de soccer synthétique. On part avec cette idée-là. Là, les gens vont crier, on peut pas investir autant d'argent, pis ci, pis ça. Mais la réalité, là, je vous l'explique, c'est que si on a 500 projets de construction de stades, ben c'est 500 firmes
d'ingénieurs qui vont travailler. C'est 500 firmes d'architectes. C'est 500 entreprises de construction qui, là, vont déléguer dans la pyramide, qui vont faire travailler des gens parce que là, il nous faut du métal, il nous faut du bois, il nous faut des vitres. Ces gens-là font travailler leur monde. Ce monde-là, ils font quoi? Maintenant qu'ils travaillent, puis qu'ils sont sûrs, puis qu'ils ont un bon contrat, ces gens-là, ils vont faire quoi? Ils vont aller en vacances, ils vont acheter des voitures, ils vont aller dans les restaurants, ils vont visiter les boutiques. Comprenez-vous que cet argent-là qui est investi par le gouvernement en infrastructure, rendu à l'autre bout, a relancé complètement l'économie parce que tous les gens dans le système, ils ne mettent pas l'argent dans leur poche, là. Vous le savez, on est tous pareils. Si demain matin, je vous donne une augmentation de salaire de 50 $, vous n'allez pas le prendre, le mettre de côté dans votre petite banque, dans le petit cochon. 50 $, là, il y en a qui vont l'économiser, il y en a qui vont en épargner 25 %, il y en a qui vont en épargner 50 %, les plus prévoyants mettront 70 %, mais la plupart des gens, la réalité aujourd'hui, là, c'est que les gens vivent d'une paye à l'autre, donc la plupart des gens vont dépenser le 50. Ils vont arrêter le matin, mettre du gaz, ils vont acheter un café. D'habitude, ils en prennent 1 ou 2 jours, là, ils vont en prendre un par jour. Ils vont aller en pause, ils vont peut-être sortir, s'acheter un petit beigne. Ils vont acheter quelque chose au dépanneur, ils vont se prendre un billet de loterie. Bref, la réalité, là, est que ce 50 $-là, il va aller à quelque part dans l'économie, il va faire rouler l'économie. Donc, si on investit en infrastructure, c'est sûr que c'est la meilleure façon de relancer l'économie. Donc, si on se dit, Montréal, c'est pas normal qu'on n'aille pas de stade de 40 000 personnes, bien, d'investir en infrastructure, le timing, il est bon. On sort d'une crise qui a été pas facile, qui a touché énormément d'entreprises, qui ont vu des employeurs d'un côté et des employés faire face à une crise majeure. Et il y en a plein qui passeront pas au travers, il y en a plein qui ont déjà abdiqué, il y en a qui vont abdiquer, il y en a qui vont passer au travers, il y en a qui, au contraire, vont avoir profité de ça comme effet de levier et ça va les avoir aidés. Bref, l'économie sera à restructurer à la sortie de cette pandémie-là. D'investir en infrastructure est un choix logique et un choix à considérer, peu importe le domaine, que ce soit de bâtir des écoles, que ce soit... Mais je vais revenir au timing, je prends quelques commentaires. Selon Soccernomics, l'euro 2006 d'Angleterre, c'est 2004. Une job de créer. Je suis le messager, je répète le livre. 96 l'euro. Mais c'est ça, je pense que c'est une job créée. Ça dépend comment est-ce que on le voit, comment est-ce qu'on le vit. Rémi, c'est sûr que il n'y aura pas de job créé pour l'euro, comprenez-vous? On ne va pas le comptabiliser comme ça. Mais si demain matin, on construit une infrastructure, on a besoin d'un nouveau stade, on part de là, OK? On a besoin d'un nouveau stade et il doit rentrer 40 000 personnes. On veut faire un lifestyle, comment je pourrais dire, un village, comme un peu un village olympique pour accueillir les joueurs, les journalistes, les familles, les supporters, les touristes qui vont venir. On veut un nightlife vivant, donc on va faire une Main Street. Je te donne un exemple là, de même. Là. On part, on prend un champ vide, un grand champ, on met un stade, on se dit, on bâtit une rue là, je veux des hôtels, je veux un centre d'achat, ça va vibrer, ça va être comme la Main sur Las Vegas, ça va être comme la Strip à Vegas, on va faire de quoi bien. Alors, on fait quoi? On donne des contrats de construction. C'est sûr que si on donne un contrat pour
monter les vitres sur un hôtel qui a 32 étages. Il n'y a personne qui va dire, moi, je construis un hôtel, puis j'ai un bâtiment de 32 étages à livrer dans un délai assez rapide, parce que là, on s'est reviré sur un Dyson 2026, ça arrive, c'est demain, en réalité, 2026. Et bon, on va faire quoi? Parce que les gens sont déjà en activité, les entreprises sont déjà là, ils existent déjà. On va rajouter du monde, c'est sûr qu'on va rajouter du monde. Mais le gars, le petit poseur de fenêtre qui va venir poser la fenêtre, pas sûr qu'on va dire, toi, raison de l'embauche, euro, Coupe du Monde 2026. Donc, c'est difficile de voir tout ça. Et tous les gens qui vont être affectés à ces constructions-là, à ces rénovations-là, qui vont aller manger dans les restaurants, ça se peut qu'on ne crée pas de nouvel emploi. Ça se peut-tu qu'on rajoute des heures de travail? Ça se peut-tu que les gens sortent du chantier de construction, qu'ils aillent prendre une petite bière en 5 à 7, puis que là, le petit restaurant du coin, le petit pub, rajoute 2 serveuses, ou le serveuse finissait à 4 heures, puis là, ils vont être obligés de les garder pour le 5 à 7, donc vont les étirer jusqu'à 7. Est-ce qu'on va mettre ça sur le dos de la Coupe du Monde 2026? La réponse est non. Mais l'économie va rouler quand même sans qu'on ait des chiffres clairement établis que c'est directement lié à cette Coupe du Monde 2026. Donc, pour toutes ces réponses-là, moi, ce que je vous dis, et j'en reviens au premier commentaire qu'on a reçu ce soir, je suis pas surpris, déçu, mais comprends la logique de la décision. Moi, je suis pas surpris non plus. Est-ce que je suis déçu en tant qu'amateur de soccer, en tant que représentant de BBN Media qui se bat pour faire avancer la cause du soccer au Québec, pour le faire rayonner? Oui, je suis déçu. Est-ce que de mon œil, c'est là qu'on doit investir? Oui, je comprends les gens, par contre, qui veulent qu'on investisse dans les écoles, qui veulent qu'on investisse dans les services de psychologues, dans les hôpitaux, dans les CHSLD. Je comprends tout ça, là. On tire tout un peu la couverte de notre bord et je comprends tout ça. Donc, je comprends la logique de la décision. Mais moi, ce que je dis, c'est qu'il faudra que Montréal, à un moment donné, arrête de mettre des plasters un peu partout et se disent, OK, là, on va se donner une vision, on va se donner une mission, on va se donner des valeurs, puis on s'en va par là, puis Montréal va rayonner. Mais qu'est-ce qui distingue présentement Montréal à l'international? C'est quoi le pouvoir d'attraction? On a des endroits dans le monde qui se démarquent. Las Vegas pour ses casinos. On a voyons, la cité technologique, Silicon Valley. Tu sais, des choses comme ça, des destinations, des missions. Il faut avoir ça. Faut que Montréal se positionne dans un créneau. On peut pas être comme moyen partout. Faut, à un moment donné, se positionner et avancer. J'ai un autre commentaire. C'est aussi une décision politique. La CAQ investit peu dans Montréal. Oui, il y a une décision politique dans tout ça. Il faudra comprendre l'étendue de cette position politique-là. Il faudra comprendre le pourquoi. Est-ce que la CAQ investit peu dans Montréal? Je serais pas prêt à dire. Mais d'un autre côté, est-ce que je l'ai analysé? Clairement non. Fait que je veux pas parler à travers mon chapeau, dire n'importe quoi. Est-ce que le PQ a investi davantage? Est-ce que le Parti libéral a investi davantage? Est-ce que faut investir à Montréal parce que c'est Montréal au détriment des régions? Tu sais, il y a tellement de calculs dans tout ça. Il y a tellement de priorités également que je veux pas m'avancer sur ça, mais c'est clair qu'une décision politique, Anne Sepkirk, c'est sûr qu'une décision politique derrière tout ça. Et Montréal devra vraisemblablement, malheureusement dans ce cas-ci, passer son tour, alors que
la chance était belle. La chance était belle. C'est un événement mondial, international, de renommée. Je ne sais pas si on calcule vraiment et si on comprend l'ampleur d'une Coupe du monde de soccer à travers le monde et ce que ça peut apporter pour Montréal. Et je pense que c'est là que ça me fait le plus mal. C'est là que je suis un peu plus déçu. Je pense que si on aurait la même discussion pour la Coupe du monde de hockey, on se poserait pas autant de questions. Mais tu sais, voyez-vous, je regarde dans la région de Québec, on est plus sûr, hein, les Jeux olympiques. Là, longtemps, Québec s'est battu pour avoir des Jeux olympiques. Puis là, maintenant, on a comme mis ça sur un hold, puis on a dit non, finalement, ça vaut pas la peine. Ça vaut pas la peine. Donc, faudra regarder tout ça et éventuellement se positionner. Il nous reste 2 sujets à entamer. J'ai déjà pété le volet, pas pété le volet, mais dépassé normalement notre demi-heure de diffusion. MLSPA, MLS et bien sûr le pétard mouillé de la CPL à Montréal. On va poursuivre le show de ce soir avec nos membres exclusifs. Donc, si vous n'êtes pas membre au moment où on se parle et que vous voulez entendre parler de des négociations entre la MLS et l'Association des joueurs ou encore la CPL à Montréal, il faudra vous abonner. Je vous invite à le faire en visitant le www.bbnmedia.com pour les membres premium. Et on va poursuivre donc à l'instant avec eux autres. Tout un pétard mouillé cette semaine, la CPL à Montréal. On s'attendait à une annonce d'envergure. Le Manic avait à peu près tout mis en place